ECR, c'est parti, on se retrouve tous les jours pour une série de JT spéciaux. Elusirem, on en a parlé en début d'année, maintenant c'est disponible. Oui, Elusirem est une réalité. Donc nous avons obtenu l'autorisation de mise sur le marché en décembre 2023. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est disponible pour le marché français et le marché européen. Alors sous quelle forme, sous quel packaging? Alors, sous différentes formes. Donc les seringues pré-remplies, que nos clients français connaissent très bien, puisque c'est ce qu'ils utilisent depuis plusieurs années, mais également en flacons de grande taille, puisque, comme vous le savez, à partir du 1er mars, le multidose va être autorisé sur le marché français. Donc on aura des flacons de 30, 50 et même 100 millilitres disponibles pour nos clients pour utiliser en multidosing s'ils le souhaitent. Maintenant, on va voir ce que ça apporte. Alors, Elusirem est une molécule qui a été designée pour avoir une forte relaxivité, donc ce qui permet d'injecter à une dose plus faible en gadolinium par rapport aux autres produits conventionnels et en obtenant la même efficacité, donc la même puissance diagnostique. Donc on peut en fait administrer Elusirem à la moitié de la dose conventionnelle des autres produits à base de gadolinium. On est chez Gerbet, on ne va pas parler de produits de contraste, mais on va parler d'IA, et notamment d'IA en oncologie. Tout à fait. On part du constat en fait que l'imagerie oncologique est en plein essor pour différentes raisons. On voit apparaître des nouvelles thérapies comme les immunothérapies qui nécessitent des suivis d'imagerie de plus en plus fréquents et réguliers. Donc ça apporte une grande complexité auprès des radiologues. Et donc Gerbet, nous on est à l'écoute de nos clients et on a vraiment identifié ça comme un enjeu. Et c'est pour ça qu'avec notre expertise, on se focalise sur l'imagerie oncologique et on va essayer d'apporter des réponses vraiment en termes d'efficience et d'aide au diagnostic. Avec deux produits, notamment un sur la prostate. Exactement. Voilà. Voilà, donc on a intégré dans une plateforme complètement intégrée au flux de travail du radiologue un produit prostate qui aide au diagnostic. Et d'ailleurs, on peut le mentionner, un algorithme qui a gagné un grand prix l'an dernier international. Donc Gerbet est arrivé premier sur ce grand prix. Comment il s'appelle ce produit? Le produit s'appelle Myriam XP Prostate. Le deuxième produit? LifeFlow, qui est vraiment dédié à l'analyse et au suivi du patient en scanner oncologique, et donc dans le but vraiment de changer là le flux de travail, de le simplifier, d'automatiser des tâches et d'aider le radiologue dans son suivi en oncologie. Solution for Tomorrow. DMS a un plan qui s'appelle Imaging 2027. Vous vous projetez dans l'avenir. Oui, exactement. Donc DMS, aujourd'hui, on était connu parce qu'on fabriquait une table télécommandée en France et un ostéodensitomètre. Aujourd'hui, on a un plan de développement qui est excessivement agressif, interne, développé par nos équipes, qui va inclure des équipements, mais aussi une très large dominante logicielle, software. Donc c'est Adam, qui est le cœur du métier, parce qu'on croit effectivement que le software devient intimement lié à l'équipement lui-même dans les trains d'aujourd'hui. Alors, 2 points sur le software, l'IA et la cybersécurité. On commence par l'IA. Alors, l'IA, c'est très important. Dès qu'on va parler de mobilité, nous, on ne va pas faire d'IA de diagnostic, de triage. Il y a des boîtes en France qui font ça parfaitement. Il y a un écosystème qui est foisonnant et qui est extraordinaire. Nous, on va garantir à ces boîtes-là qu'on va leur donner une image qui est interprétable. Parce qu'il n'y a rien de pire que sur un réseau de faire une image à distance, de faire un triage, et que cette image arrive vers le radiologue ou vers l'IA et qu'elle ne soit pas exploitable. Donc nous, notre IA, par des algorithmes de deep learning, va apprendre qu'est-ce qu'elle doit envoyer au radiologue, qu'est-ce qu'elle doit envoyer à l'IA pour que ce soit interprétable et pour que le radiologue ait confiance dans l'image qu'ils sont en train de regarder. Ça va passer par le positionnement du patient. Est-ce que le patient a bien été positionné? Ça va passer par le bon examen. Est-ce que je suis sûr que j'interprète le bon examen? Et ça va passer aussi par un point qui est très important, qui est la réduction de dose. Et ça, on pourra y revenir puisque ça fait partie des points qui sont très, très importants. Réduction de dose et table. Je ne vois pas le rapport. Alors aujourd'hui, on dit souvent qu'il nous faut tant de kilowatts pour faire une belle image. Mais on a des détecteurs qui sont de plus en plus sensibles et on travaille sur des algorithmes excessivement avancés qui vont permettre, avec des images très bruitées, donc avec très peu de doses, de rendre ces images cliniquement valables et cliniquement exploitables. Donc aujourd'hui, on arrive sur nos équipements à réduire les doses de quasiment 50% sur des images et qui deviennent tout à fait exploitables. C'est très important en pédiatrie, mais tout au long de la vie de l'examen d'un patient. Je le rappelle, la dose, je prends souvent cet exemple pour mes équipes, c'est un verre. Quand le verre est plein, c'est grave, c'est cancer. On a tous un verre qui a une taille différente et on va tous remplir ce verre par des examens de radiologie. Donc moins on le remplit vite, mieux c'est pour tout le monde. Et nos examens de radiologie touchent à la fois les enfants, principalement, et les personnes âgées. Donc travailler sur cette qualité de dose, sur cette réduction de dose, est quelque chose qui est très important pour nous et qui est lié à l'intelligence artificielle sur lequel on travaille beaucoup. Alors on a parlé d'intelligence artificielle,
pour l'examen parfait du premier coup, pour la réduction de dose. Maintenant, on va parler de la cybersécurité. Alors ça, c'est d'actualité. Nous, on vient d'être attaqué par un ransomware qui s'appelle Cuba, qui est quelque chose de très très établi, lié d'ailleurs à l'expansion de DMS. On le sait aujourd'hui, puisqu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Et grâce à notre résilience, ça fait 3-4 ans qu'on travaille sur la cybersécurité. On a des contrats aux États-Unis avec le DoD et on a réussi à être intègre. 15 jours d'arrêt de l'entreprise, 15 jours global d'arrêt de l'entreprise. Mais on a récupéré l'ensemble des données et on a sauvegardé l'ensemble des données. Et là, c'est quelque chose de très très important. Ça veut dire que nos équipements, et là, c'était pas nos équipements. C'est la preuve par l'exemple. Alors, c'est la preuve par l'exemple. C'est la preuve par le stress. C'est la preuve par le stress aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est confortable. Mais j'imagine un cabinet de radiologie qui aujourd'hui se ferait hacker et qui n'a pas la résilience sur laquelle nous on travaille depuis 2-3 ans. On était déjà dans un état de stress qui était compliqué à gérer. Aujourd'hui, je pense que ça va devenir le next step obligatoire. 95% de hausse des attaques cyber en Europe depuis le début de l'année. Donc ça va devenir obligatoire. Et dire je vais former les gens pour qu'ils fassent attention ne suffit pas. Les équipements doivent être upgradés, les équipements doivent être maintenus à jour, les solutions logicielles doivent être upgradées en temps réel et c'est notre responsabilité en tant que fabricant, non pas de dire formez-vous, vous ne serez pas attaqué, non, de provider, de fournir des équipements qui seront inattaquables, mais ça c'est impossible, mais tout au moins très résilients pour redémarrer immédiatement. Et ça, c'est très, très important. Le CR, ce n'est pas un salon spécialisé sur la radiologie interventionnelle. Malgré tout, vous avez fait une communication sur le multimodal. Absolument. C'est effectivement un peu comme Chicago à l'RSNA. On a tous les radiologues qui viennent ici. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que les plus jeunes sont là aussi. Tous les jeunes radiologues qui rentrent dans la radiologie, les jeunes étudiants sont là. Donc, pour nous, c'est important de faire connaître nos spécialités par tous ces jeunes. Ce n'est pas un endroit pour parler au top niveau des pointes de radiologie interventionnelle. Par contre, c'est l'endroit pour toucher un peu tout le monde, la population générale, tous les jeunes qui arrivent ici. Et cette année, on va parler de la multimodalité. C'est le Dr Roberto Luigi Casato, le maître de conférence à Strasbourg, qui va présenter l'intérêt de l'association de toutes ces machines pour faire des interventions complexes ou rendre plus sûres les interventions complexes. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'intérêt justement de la multimodalité. Alors l'intérêt de multimodalité, c'est quoi? C'est associer par exemple un scanner à l'angiographie, à l'échographie pour pouvoir rendre le geste plus court, plus sûr et beaucoup plus complexe. Ça veut dire, par exemple, pour une tumeur du foie, avant on faisait tout en échographie. Mais aujourd'hui, on sait que pour être parfait, pour avoir une ablation complète, dans certains cas, il faut avoir d'abord l'échographie pour opérer les artères, piquer dans l'artère, venir faire l'angiographie pour voir la vascularisation de la tumeur, s'il y a d'autres artères qu'il faut protéger ou si notre produit qu'on va mettre va fuir, ça, le scanner le montre instantanément. Donc, à la place de le faire monomodal, on fait multimodal, ça va plus vite, c'est beaucoup plus sécurisé et surtout pour l'opérateur, on est dans une atmosphère de sécurité. C'est le parachute de secours. Quand vous sautez avec un seul parachute, avant on sautait avec un parachute, là on a une parachute de secours. On sait que ça ne va pas, je suis à telle modalité, ça ne va pas, j'ai ça. Ensuite, dans ces salles multimodales, il y a la multispécialité. On met plusieurs radiologues interventionnels ensemble, des anesthésistes, et même des fois des chirurgiens qui travaillent avec nous pour rendre le geste multimodal aussi multidisciplinaire. Donc ça devient quelque chose de très complexe. Comme dit la radiologie interventionnelle, c'est l'une des plus beaux spécialités du monde qui avance le plus vite. On a beaucoup de chance. Marie-Pierre Revel, vous avez de la chance d'avoir un bureau ici à l'ECR. Comment ça se fait? Écoutez, j'avoue, j'ai dû monter en grade. Alors justement, quel est votre grade? Alors, je suis donc en charge de, je vais le dire en anglais, je suis Chair of the Communication and External Affairs of the European Society of Radiology, qui va changer de nom pour devenir Communication and Interdisciplinary Affairs of the European Society of Radiology. Ça permet entre les différentes réunions de pouvoir se poser au calme, préparer la suivante, travailler. Deux questions. Qu'est-ce que vous faites exactement à la com au niveau européen? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a suffisamment de Français qui s'impliquent au niveau européen? Mes missions, c'est de développer l'interdisciplinarité, vraiment nous rendre plus visibles dans la multidisciplinarité. Nous, on est convaincus, les radiologues, qu'on est essentiels dans la prise en charge des patients. Il faut juste convaincre les cliniciens qu'il faut nous avoir on board pour la définition des guidelines, pour voilà, c'est vraiment très très important parce qu'on a cette expertise. Et si je prends l'exemple du dépistage du cancer du poumon, c'est vraiment une expertise purement radiologique. Il n'y a aucun examen de patient. En termes de communication, ma deuxième casquette, c'est d'être vice-présidente du PAG. Le PAG, c'est le Patient Advisory Group,
qui est animée par une femme extraordinaire, Caroline Justich, qui est elle-même patiente, puisqu'elle a été traitée, je le dis, sans révéler un secret, puisqu'elle communique beaucoup là-dessus. Elle a été diagnostiquée il y a quelques années avec un cancer du sein stade 4, avec une métastase vertébrale, guérie, contrôlée et très très impliquée. Donc là, ce qu'on a fait avec ce PAG, et ça va être présenté au cours de ce congrès, c'est une communication non verbale sur les examens de radiologie. C'est-à-dire c'est des posters qui permettent aux patients de se représenter ce que va être de passer une IRM, ce que va être de passer un scanner. Sur l'échographie, on barre de la nourriture, voilà, pour que les gens comprennent qu'il faut être à jeun. On a aussi des petites montres qui montrent la durée des examens. Tout ça graphiquement, c'est pas des photos, c'est vraiment des dessins. Voilà, ça permet de se représenter la chose. Et ça, pour la communication, c'est très bien. Et comme c'est non verbal, ça marche dans tous les pays. Alors, communication, on se résume, c'est interdisciplinarité, donc auprès des confrères, oui, et auprès des patients, auprès du grand public. C'est vraiment les deux grands axes. Il faut qu'on soit plus visible pour le public, sur nos rôles, sur nos missions, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, que les gens comprennent vraiment que les radiologues ne vont pas disparaître. Qui est le radiologue et quel est notre le rôle de la radiologie. Notre rôle de clinicien et pas de technicien. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant et j'y suis très attachée. La deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a suffisamment de Français qui sont représentés au board? Non. Et moi, la raison de cette faible représentation a été de me solliciter, puisque je n'ai pas spontanément candidaté pour cette position. J'ai été sollicitée à la fois par la Société française de radiologie et aussi par la Société européenne, qui considère que la communauté des radiologues français, c'est une communauté importante et qui voulait nous avoir au sein du bureau exécutif. Et les Français sont importants dans cette communauté. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de... La radiologie. Pourquoi ils n'y vont pas, les Français? Ils ne parlent pas anglais? Ils n'ont pas envie de s'engager au niveau européen? C'est quoi les freins? Je dirais qu'il y a deux façons d'y aller. Il y a être présent en tant qu'orateur lors du congrès. Là, il y a quand même une très très bonne représentation française. On a des stars dans pas mal de domaines. La faible représentation, c'était au sein du board de l'ESR. Pourquoi? Parce que les radiologues français votaient peu aux élections. Donc je me suis présentée à cette élection pour cette position. Là, il y a eu vraiment un soutien très important et de la Société française de radiologie et de la FNMR qui a vraiment incité ses membres à participer aux élections. Quand il y a un candidat italien, toute l'Italie vote pour ce candidat. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. D'ailleurs, ça a permis l'élection de Matthias Prokop cette année comme futur vice-président de l'ESR. Les Français, ils ne participent pas au vote et donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'en profite pour remercier toute la communauté des radiologues qui a voté pour moi. Il faut dire que c'est comme à l'Eurovision, il faut voter pour son pays.